On va s'attaquer à l'un des plus grands mystères de l'esprit humain, un puzzle qui a fasciné le légendaire psychologue Jean Piaget sa vie durant. Comment est-ce possible qu'un bébé, qui au début ne fait que téter et agripper des choses, finisse par comprendre qu'un objet existe même s'il ne le voit plus? Ou des années plus tard qu'il soit capable de résoudre un problème de logique pure? C'est vraiment cette transformation spectaculaire que Piaget a cherché à comprendre. Pour bien saisir à quel point l'idée de Piaget était révolutionnaire, il faut se replonger un peu dans le contexte. En gros, il y avait deux grands camps. D'un côté, les innéistes. Pour eux, nos connaissances, les plus importantes en tout cas, sont là dès la naissance, c'est précablé. De l'autre, les empiristes, qui voyaient l'esprit comme une page blanche que l'expérience vient simplement remplir. Et là, Piaget arrive et propose une troisième voie, complètement différente, le constructivisme. L'idée, c'est qu'on n'est ni préprogrammé, ni un simple récepteur passif. Non, on est les architectes actifs de notre propre intelligence. Ok, mais alors, comment ça marche cette construction? Eh bien, Piaget a identifié un mécanisme fondamental, un véritable moteur qui tourne en permanence pour bâtir notre esprit. C'est ça qu'il a appelé l'équilibration. Allez, on décortique le processus. Tout commence avec ce que Piaget appelle un schème. Il faut imaginer un schème comme une sorte d'outil mental, une structure de base pour comprendre une situation. Au tout début, ces outils sont très simples, hein. Ce sont des réflexes, le schème de la succion, le schème de l'agrippement. Ce sont les tout premiers moyens dont dispose le bébé pour interagir avec le monde qui l'entoure. Et c'est là que le moteur se met vraiment en marche. Première étape, l'assimilation. Un bébé voit un petit hochet. Il utilise son schème agripper. Ça fonctionne, l'objet est assimilé par le schème existant. Facile. Mais on lui présente un gros ballon. Il essaye d'assimiler, d'utiliser le même schème, et là ça coince. C'est le déséquilibre. Un petit bug mental si on veut, une perturbation. Et c'est ce moment qui est crucial. Pour résoudre ce problème, il doit passer à l'étape suivante, l'accommodation. Il doit modifier son schème, le mettre à jour. Il apprend à prendre l'objet avec ses deux mains. Et voilà, il atteint la dernière étape, une nouvelle équilibration. C'est un état de compréhension supérieur, plus stable. Il a un nouvel outil, plus puissant pour interagir avec le monde. Comme le dit Piaget lui-même, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. L'esprit est forcé de s'adapter, de s'accommoder. C'est cette contrainte qui est la source de tout le développement. Et ça change tout. Le déséquilibre, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est le signal que l'apprentissage est sur le point de se produire. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ce simple cycle en 4 étapes, répété des millions et des millions de fois, c'est ce qui nous fait passer des réflexes de bébé à la capacité de faire des maths ou de la philosophie. Chaque cycle est une petite mise à jour de notre système d'exploitation mentale. Forcément, une théorie aussi audacieuse allait être discutée. Dans les années 70 et 80, la belle mécanique de Piaget a été sérieusement secouée. Un nouveau courant, le néo-innéisme, a lancé des critiques qui semblaient vraiment faire vaciller tout l'édifice constructiviste. Le philosophe Jerry Fodor a posé une question qui a tout l'air d'une énigme insoluble. En gros, il disait « Si nos outils mentaux sont d'un certain niveau de complexité, disons niveau N, comment peuvent-ils construire des outils de niveau N+1 qui sont par définition plus complexes ? Pour construire quelque chose de plus puissant, il faudrait déjà avoir cette puissance. Pour Fodor, la seule conclusion logique, c'était que ces structures plus puissantes devaient être là depuis le début. Elles devaient être innées. Et puis il y a eu Noam Chomsky, le linguiste, qui a porté un autre coup dur, avec l'exemple du langage. Il a montré que le langage que les enfants entendent au quotidien est souvent, pas parfait. Il est confus, incomplet, parfois même incorrect. Pourtant, à partir de ce stimulus assez pauvre, les enfants arrivent à extraire des règles de grammaire hyper complexes et abstraites. Des règles qu'ils n'auraient jamais pu déduire logiquement. Pour Chomsky, ça prouvait l'existence d'une grammaire universelle, innée, une structure qui serait précablée dans notre cerveau. Et pour ne rien arranger, des preuves expérimentales ont commencé à s'accumuler. Avec des méthodes plus fines, des chercheurs comme René Baillargeon ont montré que les bébés avaient certaines compétences bien plus tôt que ce que Piaget avait observé. Par exemple, la permanence de l'objet, l'idée qu'une chose continue d'exister, même cachée, ça semble être compris dès 5 mois et pas vers 1 an. Ces compétences précoces donnaient l'impression que, oui, peut-être que beaucoup de choses étaient déjà là dès le départ. Le constructivisme semblait vraiment mal en point. Mais c'est là que, de manière assez inattendue, la science moderne, en particulier la biologie et les neurosciences, est venue à la rescousse pour défendre les idées de Piaget. D'abord, la génétique. Quand on a séquencé le génome humain, on a eu une surprise. On n'a tout simplement pas assez de gènes pour coder en détail l'architecture incroyablement complexe de notre cerveau. L'idée d'un cerveau entièrement préprogrammé est biologiquement improbable. Ensuite, les neurosciences nous ont montré à quel point le cerveau est plastique, adaptable. L'exemple le plus fou, c'est celui des personnes aveugles de naissance.
Leur cortex visuel, qui ne reçoit pas d'infos des yeux, se recable pour traiter les infos du toucher, comme pour lire le braille. Le cerveau n'est pas un ensemble de circuits rigides, c'est une structure qui s'organise et se réorganise en fonction de l'expérience. Et ça nous amène à une idée vraiment élégante, celle de la modularisation, proposée par Annette Karmilov-Smith. Au lieu de partir de l'idée de moduliner, on aurait plutôt un processus de modularisation. C'est-à-dire que le cerveau a des prédispositions, bien sûr, mais c'est l'activité même du développement qui va sculpter et spécialiser les différentes régions du cerveau. Les modules spécialisés, comme pour le langage, ne sont pas le point de départ du développement, ils en sont le point d'arrivée. Et là, on a la réponse à l'énigme de Fodor. Piaget avait un autre concept clé absolument génial, l'abstraction réfléchissante. Il faisait la différence entre l'abstraction simple, tirer les propriétés d'un objet, genre cette balle est ronde, et l'abstraction réfléchissante. Celle-ci, elle ne vient pas des objets, mais de la réflexion sur nos propres actions sur ces objets. C'est en coordonnant ces actions de pousser et de tirer que l'enfant construit une notion plus abstraite comme la réversibilité. Le point clé, c'est que la vraie nouveauté, la structure plus puissante, n'est pas extraite du monde extérieur. Elle est construite en interne en analysant la logique de nos propres actions. C'est comme ça qu'on crée du neuf. Alors au final, que reste-t-il de Piaget aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait ? Eh bien son héritage est immense, et peut-être même plus pertinent que jamais. Voilà les idées fondamentales à retenir. Apprendre, ce n'est pas remplir un vase vide, c'est un processus actif, parfois un peu chaotique. L'erreur, le doute, le déséquilibre, ce ne sont pas des choses à éviter à tout prix. Au contraire, ce sont les conditions mêmes de la croissance. Et enfin, l'intelligence émerge de cette danse continuelle entre nous et notre environnement. Nous sommes des systèmes qui s'auto-organisent en permanence. On peut se quitter sur cette pensée. Ce moteur que Piaget a découvert chez l'enfant, ce cycle d'assimilation, de déséquilibre et d'accommodation, en fait, il ne s'arrête jamais vraiment. Chaque fois qu'on apprend une nouvelle compétence, qu'on change d'avis sur un sujet important ou qu'on surmonte un défi personnel, n'est-on pas en train de revivre encore et encore ce processus fondamental de construction de soi ? C'est peut-être ça, le plus grand secret de Piaget.